Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Sagesse. Évidemment, c'est toujours un immense bonheur de retrouver le co-animateur de cette émission et évidemment de vivre ce moment partagé. Je sais que vous êtes nombreux chez vous à palpiter en retrouvant ce rendez-vous, même certains à vous faire parfois des après-midi entiers. Oui, vous repassez en boucle les podcasts. On vous rappelle d'ailleurs que toutes nos émissions sont disponibles en podcast. Bonjour à toi, cher Stéphane Hérault. Bonjour Nathalie. Comment tu vas ? Retrouver. Puis aussi plaisir de vous retrouver tous et toutes. Comment tu vas, mon cher Stéphane ? Ça va bien. Je reviens d'1 mois et demi en Inde, donc c'est un beau voyage. Un temps aussi pour soi, parce que même si on a l'habitude de donner des séminaires, des stages, des conférences, c'est très important aussi de faire aussi un travail pour soi, un moment de recul, de temps de pause. Donc ça a été un beau mois et demi. Et puis j'avais un groupe que j'accompagnais dans le nord de l'Inde, 22 personnes. Donc je leur fais un petit coucou parce que je sais aussi beaucoup écoutent l'émission Sagesse. Ils ont hâte de te rencontrer aussi, Nathalie. Je dis ça va se faire. On va trouver les occasions. Donc ça c'est un nouveau pan de ton activité de oui. proposer l'accompagnement de groupe et notamment en Inde, on le sait, tu nous en as parlé. C'est un pays qui est très cher à ton cœur. Oui. Ça se fait depuis. C'est très récent, Mais c'est vrai qu'il y avait plusieurs personnes qui me demandaient. Alors quand est-ce qu'on va en Inde avec toi ? Quand est-ce qu'on va faire un voyage dans ce magnifique pays avec toi ? Et avec mon épouse, on a dit allez, on y va. Donc là, on a fait tout un beau voyage. On est parti on est arrivé bien sûr à Delhi. On a fait Delhi, Rishikesh, l'Inde du Nord. On a fait Dharamsala, donc l'aspect beaucoup plus bouddhisme. L'autre, c'était beaucoup plus hindouisme et védisme. Et puis après, on a été à Amritsar, donc le sikhisme. Donc c'était un voyage au cœur de trois traditions. Et puis bien sûr, on faisait yoga, méditation. On laissait du temps aussi aux gens pour savourer, se déplacer dans ces lieux quand même qui sont chargés sur plein de plans. Donc c'est un autre penchant que j'apprécie. J'apprécie aussi beaucoup parce que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais là faire partager cette passion, puis surtout pas simplement un voyage culturel, tu vois, vraiment un voyage aussi où on associe la spiritualité et comprendre le pays à travers sa spiritualité, surtout l'Inde. C'est un pays qui a besoin d'être compris aussi à travers son passé, son présent et son futur spirituel. Je pense que c'est un pays qui a besoin d'être traduit. En fait, pour beaucoup, ça reste un peu inaccessible d'aller en Inde comme ça du jour au lendemain, de prendre un billet sur un coup de tête. Je crois pas que ce soit vers l'Inde que la majorité des gens aient envie de se tourner. Donc, il y a cette idée d'un pays qui a besoin d'être compris et traduit par des gens qui le connaissent, qui le ressentent, qui l'ont vibré et qui peuvent être justement des guides, qui nous permettent d'aller directement toucher à ce que ce pays a à nous offrir. Comme tu dis, dans l'essence aussi de cette spiritualité qui est vue à travers différentes traditions. Et tu as vraiment raison. L'Inde, c'est vraiment ça. Parce qu'on prend pas un billet et on n'y va pas tout de suite comme ça. On a besoin de comprendre les codes aussi. Et quand on arrive, c'est un choc culturel, mais aussi un choc psychologique. Pour certains d'entre nous, ça peut être le cas. Donc, c'est vrai que accompagner les personnes, c'est une première étape. Et c'est ce que je leur ai dit. Moi, mon désir, c'est de vous faire partager cet amour que j'ai de ce pays, de cette tradition, de cette culture, de cette sagesse. Mais mon deuxième plaisir, ce serait qu'après ce voyage, après avoir compris les codes, comment on fonctionne dans ce pays, après vous puissiez aller le découvrir par vous-même. Donc ça serait la deuxième étape. Voilà, mais la première étape, accompagner, c'est important. C'est pas ce que j'ai eu en 1996, quand je suis parti avec mon épouse et 2 amis. Au bout de 2-3 jours, on a failli repartir, Nathalie. C'était tellement intense, en plus, c'était pas du tout les mêmes conditions en 96. C'était un autre monde, vraiment un autre monde. Voilà. Alors, cher Stéphane, comme à notre habitude, on va proposer à nos auditeurs de vivre un moment de conte, une histoire que tu nous as préparée ou qui va tout de suite maintenant te descendre, arriver, et qui donnera le ton aussi de notre thématique du jour. Alors, on t'écoute, cher Stéphane. Écoute, l'histoire de sagesse, en fin de compte, a été souvent racontée par un grand maître indien qui s'appelait Osho. Mais c'est une histoire soufiste. Donc, c'est parti, on raconte l'histoire. Un bon matin, il y avait un monarque qui allait faire sa promenade matinale. Et sur son trajet, il voit un mendiant. Et du haut de son cheval, il regarde le mendiant, et lui dit « Demande-moi tout ce que tu veux, et aujourd'hui, ça sera exaucé. » Le mendiant le regarde avec une stature de roi, qui surprend un peu le monarque, et il lui dit « Monseigneur, faites bien attention à ce que vous dites, de ne pas vous engager sur des voies que vous ne pourrez pas promettre. » Le monarque, un peu choqué par la réponse du mendiant, il dit « Je peux tout donner et certainement un mendiant. Donc dis-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et là, le monarque sort son bol
et dit, Monseigneur, remplissez simplement ce bol, et cela me suffira. Alors, il faut faire une parenthèse, parce que ce mendiant n'est pas n'importe qui. En fin de compte, ce mendiant, c'était le maître de ce monarque dans une vie passée. Et dans la vie passée, il n'a pas pu apporter, justement, amener son élève, son disciple, à la réalisation. Donc, il lui avait dit, on se retrouvera, et ce jour-là, je t'amènerai une autre connaissance, une nouvelle connaissance. Le monarque, du haut de son cheval, demande à ses vizirs, apportez des pièces d'or et remplissez ce petit bol. Ils arrivent avec une petite bourse, ils commencent à verser les pièces d'or, et la stupéfaction des vizirs, du monarque, les pièces d'or ont disparu. Que se passe-t-il? Amenez d'autres bourses, remplissez. Ils remplissent. Impossible de remplir ce bol, Nathalie. Alors là, il commence à dire, amenez les joyaux, absolument, amenez tout ce que vous voulez, mais remplissez le bol de ce mendiant. Alors, le mot commence à se passer. Le monarque qui n'arrive pas à remplir un bol de mendiant, t'imagines bien, ça fait, les commérages commencent à, ça fait des ordres. C'est comme une tracée de poudre. Et effectivement, au bout de la soirée, le monarque a mis des joyaux, des pièces d'or, et il s'avoue vaincu. Il dit, je m'abandonne à vous. Qu'il y a-t-il dans ce bol pour, justement, ne jamais le satisfaire? Et là, le mendiant le regarde et dit, mon bon Seigneur, ce bol, il est fait d'un crâne d'être humain. Ce sont toutes les pensées et les désirs que nous ne pouvons jamais satisfaire. Hein, c'est intéressant. Donc cette histoire était racontée par Osho, tu nous l'as expliqué. Oui, une histoire soufiste, oui. Alors Osho, juste peut-être quelques mots avant de revenir sur cette histoire et peut-être le message qu'elle a à nous offrir. Je crois qu'Osho, il y a eu un reportage qui a été fait sur lui, qui a été diffusé sur Netflix notamment, qui nous a permis un peu mieux saisir le personnage. Hyper controversé en Inde, un peu dans l'extrême, voilà, notamment à parler de sexualité de manière extrêmement libre, parler d'argent aussi de manière extrêmement libre. C'est intéressant que ce soit une histoire qui soit racontée par Osho, sachant qu'elle parle de richesse et de désir. Est-ce que pour les gens qui découvriraient Osho, tu pourrais nous en dire voilà quelques mots? Bah, écoute, en fin de compte, il est venu à une période aussi très intéressante et ses enseignements. Il y a eu des grands maîtres qui sont venus vraiment comme Yogananda, qui sont venus en Occident. Il y a aussi Maharishi Mahesh Yogi, celui qui a apporté la méditation transcendantale. Sri Aurobindo, on en a entendu parler énormément. Et puis il y a effectivement des maîtres comme Osho qui étaient très controversés parce que ses enseignements étaient déroutants. Il pouvait dire quelque chose et faire le contraire. Mais c'est ça aussi, montrer la vérité. Parce que des fois, on s'attache à la vérité, on s'attache à des faits, tu vois, Nathalie. Alors que lui, il montrait que la vérité était au-delà des faits. C'est pas des concepts. La vérité, c'est vraiment de s'apercevoir que tout change dans la vie. Et regarde autour de nous, il y a des personnes que tu côtoies. Ils vont t'apprécier aujourd'hui, demain ils vont plus t'apprécier. Les autres qui t'appréciaient pas vont t'apprécier. Tout change. Et là où il a fait fort, c'est que, en fin de compte, il est venu à une période où c'était quand même les années 68, toute cette aussi émergescence de cette nouvelle façon de voir la vie. La sexualité a été décomplexée complètement. Donc lui, il est arrivé aussi avec un moment donné, un espace-temps donné sur cette planète, avec un enseignement qui correspondait avec ce besoin où l'Église chrétienne, catholique ou d'autres églises renfermaient les gens dans la peur, vraiment le péché, et puis l'acte sexuel était vraiment devenu sombre, tu vois. Donc, d'un certain côté, il a eu son rôle parce que il a aussi ouvert ça, mais c'est pas que la sexualité, Osho. Heureusement, c'est tous les enseignements de la tradition védique qu'il a véhiculé, toute cette sagesse qu'il a véhiculée, et montrer aussi que le détachement n'était pas un détachement forcément de bien, comme on pouvait aussi le vivre dans notre tradition, où il fallait se démunir, les moines devaient se démunir, les missionnaires devaient se démunir, mais en haut de la hiérarchie, ils vivaient dans le luxe, et puis ça se passait très bien pour eux. Donc ils vivaient même dans l'opulence. Donc tu vois, il a amené aussi à décomplexer, mais aussi à montrer une certaine hypocrisie d'un système aussi. Donc c'est voilà. Alors bien sûr, il a été controversé. Après, ça c'est une autre affaire, mais c'est pas ça qu'on doit retenir. En tout cas, c'est pas ce que je retiens.
Mais ce que je retiens, c'est toute la belle sagesse qu'il a donnée, et c'est vrai qu'il le donnait avec beaucoup d'humour, comme les grands maîtres indiens. Et là où ça peut être intéressant, c'est de montrer à quel point que, si on reprend cette histoire, regarde à quel point on peut avoir des désirs. Et qu'on satisfasse ces désirs ou pas, il y a deux possibilités. Un, je vais vivre la frustration parce que je n'aurai pas réalisé le désir. Et deux, je vais satisfaire mon désir, mais je vais en avoir un deuxième, un troisième, un quatrième. Et je vais à une course de désir que je ne satisferai jamais. Et là, il y a un autre aspect de nous qui peut se produire, c'est qu'on s'aperçoit que, et c'est un petit peu ce qui s'est passé d'ailleurs dans les années 68, c'est-à-dire que on critiquait un système, on critiquait une façon de vivre, mais après, on s'est enfermé aussi dans un autre système, tu vois. On s'est enfermé dans une autre façon de vivre. Ce qu'on critiquait, peut-être pour certains d'entre eux, ils le sont devenus. Tu vois, c'est un peu la perversité lorsqu'on juge les choses, les autres, la façon de vivre des autres. Alors que la beauté de Osho, en tout cas, il était décomplexé. Il montrait qu'on pouvait avoir tellement de contradictions en nous. Et c'est ce qu'il mettait en évidence, Osho. Ça serait un petit peu, tu vois, Osho, on pourrait l'associer à un certain Moïse. Moïse est venu donner un cadre, des règles, une loi, hein, la table. Et Osho, en fin de compte, il est venu défaire tout ça. Ça serait un anti-Moïse, d'un certain côté, tu vois. Non, puis comme tu dis, générer, je pense, beaucoup de jugements, d'incompréhension. Oui. Un homme qui a autant de voitures de luxe, alors qu'il est censé, en effet, prôner une forme de dépouillement. C'est, comme tu dis, c'est contradictoire. En même temps, c'est juste tellement le reflet de nous et de choses qui nous énervent en nous, parce qu'on aimerait parfois être une seule chose, c'est-à-dire une forme d'alignement, mais je crois que l'alignement, c'est aussi d'intégrer à nous les contradictions qui nous habitent, et il y avait besoin à un moment d'un espace aussi, ce qui n'était, j'imagine, pas le cas en Inde à son époque, dans les ashrams, un espace de libération de soi. Et donc aujourd'hui, ces méditations sont encore extrêmement connues parce elles permettent à beaucoup de gens d'avoir un espace pour limite exorciser quelque chose, le sortir. Voilà, la nudité qui était beaucoup condamnée, j'imagine qu'en Inde, il y a quand même une forme de pudeur qui est super présente. Même si le Kama Sutra. Même si, voilà, mais encore une fois, c'est tous les paradoxes, et leur intérêt. Et je crois que lui, il offrait dans son ashram la possibilité, en effet, de parler de sexualité, de faire l'amour, d'être nu. Aujourd'hui encore, c'est un ashram dans lequel on rentre et on fait des tests VIH au départ parce qu'il y a plutôt l'ouverture à, si vous souhaitez faire l'amour, c'est quelque chose de possible. Il y a beaucoup de tantra qui est transmis là-bas. Oui. En fin de compte, c'est là où dans tout type d'enseignement, c'est important de revenir au juste milieu. Et ça, c'est les enseignements du Bouddha. Tu vois, le Bouddha, il a été très clair sur cette voie du milieu. Et il prenait vraiment cet exemple, hein, lorsqu'il était dans cette quête de l'illumination. Il a entendu cette phrase de ce pêcheur qui passait, et puis donc il y avait quelqu'un qui jouait d'un instrument, et puis en jouant d'instrument, il sonnait pas assez, et en tendant trop les cordes, ça sonnait trop. Et en fin de compte, il dit, voilà, si ton instrument est trop tendu, il risque de casser, mais s'il n'est pas assez tendu, il ne risque de ne pas sonner. Oui. Donc, la voie du milieu était importante. Et je pense que, d'un certain côté, il a fallu passer d'un extrême à un autre pour revenir à un équilibre. Et parce que dans la tradition védique, la sexualité, on en parle bien sûr, mais elle est tellement belle. Je veux dire, on sublime. C'est pas quelque chose de sombre, de noir, comme on peut l'avoir vécu dans nos traditions aussi, dans notre expérience judéo-chrétienne, surtout dans les années sombres, les années de l'Inquisition. Tu vois, c'était quand même des moments très forts. Donc, en fin de compte, cette notion de détachement, c'est aussi nous montrer que derrière les désirs qu'on peut avoir, si on les satisfait pas, ce qui peut venir derrière ce désir insatisfait, c'est l'envie et la jalousie. Et en fin de compte, comme moi je ne l'ai pas, je vais commencer à montrer du doigt celui qui l'a. Et ça, c'est un petit peu une société qu'on est en train de vivre, hein, d'un certain côté, notamment si on observe bien, même en termes de politique ou même en termes d'économie, ceux qui montent leur entreprise tout de suite, on monte du doigt, le chef d'entreprise tout de suite, il est un petit peu, ou l'artisan, ils s'en mettent plein les poches, etc. Mais c'est du travail tout ça de monter une entreprise. Se lever le matin pour son commerce, c'est du travail. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a la valeur travail qui est importante derrière ça. Donc,
je pense qu'on doit être dans une société maintenant où on doit retrouver un juste équilibre. Vraiment une voie du milieu où on prend conscience que on a fait les extrêmes. Et les extrêmes nous apportent rien. Parce que dans les extrêmes peut venir la colère, peut venir la jalousie, peut venir justement l'incompréhension. Puis les extrêmes se retrouvent à un moment donné. Ouais. Les extrêmes se retrouvent. Donc toute cette sagesse de la voie du milieu enseignée à travers le bouddhisme, les Védas, c'est pas quelque chose de hors société, hors modernité. C'est la modernité. Il faut pas croire que méditer c'est de l'égoïsme. Non, méditer. Et à un moment donné, ça date de longtemps, j'ai pas poursuivi, mais j'avais commencé un blog qui s'appelait Médite et Milite, parce que c'était il y a une quinzaine d'années. Et c'est vrai que maintenant on parle beaucoup de la méditation, Nathalie. On voit des images, on voit même dans les entreprises tout ça. Mais il y a 15, 20, 30 ans, lorsqu'on parlait de méditer, c'était pas aussi fashion, comme on peut le dire. Et on pense que méditer, c'est de l'égoïsme. Non, méditer, c'est aussi une forme de militer. Et si on amène de la méditation dans notre acte de militant, et si on devient militant dans notre acte de militant, là on arrive à un équilibre. Parce que on doit aussi être des silencieux bruyants. Oui, c'est ça. Non, mais on doit être autant dans la méditation que dans l'action, en fait. Je crois que c'est un petit peu ce juste milieu. On n'est pas tous voués à être dans des temples, à méditer 15 heures par jour. Il y a des gens dont l'expérience spirituelle leur laisse entendre qu'ils sont toujours pas arrivés là, donc c'est problématique. Il faudrait à tout prix atteindre ce niveau-là. Mais je crois que, en effet, c'est trouver un juste milieu. Et puis, on n'est pas né là où on est né par hasard. Donc, c'est aussi se saisir de l'idée que il y a des choses à transmettre là où on est né, ou là où on est appelé, du moins. Mais voilà, trouver ce juste milieu. Moi, je me souviens de l'interview. Tu te souviens qu'on avait faite avec Sri Ravi Shankar. Oui. Je disais, est-ce que finalement on doit du coup ne plus vouloir les choses, ne plus avoir de désir? Et il répondait, en fait, on peut, mais il faut pas que ce soit basé sur la frustration. Exactement. Comment faire finalement pour trouver déjà, faire le tri entre ce qui vient de la frustration et ce qui vient d'une véritable envie, mais au sens d'appel. Et ça, c'est la question primordiale. C'est vraiment la question primordiale, parce que c'est là où tu vas commencer à incarner peut-être une nouvelle spiritualité, peut-être une nouvelle façon de vivre. C'est lorsque tu commences à vraiment l'intégrer au quotidien. Et comment le faire? C'est déjà aller dans des piliers qui sont importants. Le premier pilier, c'est le contentement. Tu vois, dans une société où on est souvent en train de se comparer, en train de, comme on vient de le dire, juger, arriver à cet état de contentement. Voilà, là je me sens bien. Déjà, j'ai pas besoin de l'extérieur pour m'apporter ce contentement. J'ai pas besoin des biens, j'ai pas besoin d'un travail ou de quoi que ce soit. Je suis déjà bien. Maintenant, dans cet état de bien-être, de contentement, je vais apporter ma pierre. Donc maintenant, je vais partir et les actions, les pensées, les choses que je vais faire, ça va partir d'une intention de plein, de joie, de contentement, tu vois, et pas de manque, pas de peur, pas de crainte. Donc déjà, la première chose, c'est arriver à revenir sur soi et aller dans cette joie profonde. Ça, c'est important. Regarde, tu déposes ton enfant à l'école. Il est souriant, il est joyeux, il est pétillant. Et chaque année, tu le déposes, tu l'emmènes à l'école. Et à la fin de l'année, tu le trouves un peu moins souriant, un peu moins joyeux au fur et à mesure. Et au bout de l'adolescence, tu le vois déprimé peut-être même. Et après, tu le vois complètement stressé. Donc, est-ce que c'est ça notre société? C'est de créer des gens déprimés, c'est ça le système éducatif? Donc, je dirais comment faire? Je dirais que l'éducation est importante. Comment faire garder le sourire à nos enfants? Comment leur donner une hygiène de vie? Pas simplement une hygiène corporelle. Ça, on l'a intégré depuis des années, depuis des siècles maintenant. Maintenant, c'est une hygiène mentale. Comment garder notre mental propre? Comment ne pas se laisser emporter par nos émotions, par la colère, par la jalousie? Comment épurer? Comment se régénérer aussi? Intérieurement, physiquement, mentalement, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement. Donc ça demande une pratique. Et si on n'a pas une pratique quotidienne, ça fait défaut. Et aujourd'hui, le comment faire, c'est comment je peux intégrer une pratique au quotidien et obtenir des outils. Après, il y a plein d'outils. Et ça demanderait plus de temps pour les partager. Mais il y a plein d'outils. En ce qui me concerne, les outils que j'ai appréciés depuis toutes ces années, c'est la respiration, la méditation, le yoga, la sagesse,
Et le service, faire du service désintéressé, parce que ça, c'est une aptitude innée. Mais on l'avait dans notre tradition chrétienne. On avait les 4 grands yogas, comme le Veda le préconise, comme notre tradition le préconise. Ces 4 grands yogas, je crois qu'on l'a déjà dit dans une ancienne émission, mais bon, on peut toujours le rappeler, ça fait du bien. C'est Raja Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga. Donc c'est la méditation, le yoga, c'est Raja Yoga. Jnana Yoga, c'est la connaissance. Écoutez la sagesse. Regarde tout ce qu'on donne à la télévision, toutes les choses qui remplissent la tête sans nourrir l'esprit. On remplit sans nourrir. Donc, donner la connaissance à nos enfants, donner la sagesse, ça c'est important. Ensuite, le troisième, c'est Karma Yoga, le service désintéressé. Amener les gens à faire un peu de service, nos enfants à partager, à être dans la compréhension du monde. Ça c'est important. Et puis le 4e, c'est Bhakti aussi. Ne pas oublier qu'on est joyeux, on doit faire la fête, on doit célébrer la vie, c'est ça aussi. Donc c'est intégré. C'est ce que tu fais, Nathalie, déjà au quotidien? Je crois, non, mais dans une recherche d'un équilibre souvent instable. Moi, j'ai l'impression, je sais pas si tu connais la slackline, c'est une nouvelle discipline qui est super à la mode et c'est un peu de marcher sur un fil entre 2 arbres. Et moi, j'adore faire ça. Ah, super. Et je crois que ça me fait vachement penser à la vie. C'est une forme de méditation en mouvement parce que t'es obligé d'être très présent finalement quand tu veux tenir debout sur un fil. Exactement. Mais c'est une forme d'équilibre instable. C'est surtout de trouver aussi le juste milieu entre parfois l'exigence de se pousser justement à des pratiques quotidiennes comme tu le dis, et d'être aussi dans l'indulgence de se dire si aujourd'hui c'est vraiment pas ce qui m'appelle, c'est voilà, mais d'essayer de comprendre qu'en tout cas ça part de là et qu'il y a une base, il y a un socle, et en effet de se faire sa propre boîte à outils. Moi je pense que les gens, il faut pas forcément leur dire la méditation c'est la voie royale. Si votre méditation c'est justement de le faire à travers votre sport quotidien qui est quelque chose d'important pour vous, c'est une forme de méditation aussi, et voilà, de pas essayer d'offrir la même voie à tout le monde, parce qu'on vit un peu dans une société où ça y est, on aurait l'air de dire allez vers ça, et un peu comme prenez cette pilule et vous verrez votre vie va s'arranger. Et non, on est tous différents, c'est ça. Et tu vois, justement, j'ai commencé la conférence à Marjolaine que je donnais ce week-end, et la première question que je leur ai posée, je les ai mis en binôme d'ailleurs, je leur ai dit qu'est-ce qui vous fait vibrer, et partagez ce qui vous fait vibrer. Et des fois, il n'y a pas besoin de grand chose. Tu vois, moi, il y a quelque chose qui me fait vibrer après mes voyages, c'est quand je rentre chez moi en Écosse, j'arrive, et puis, tu vois, le lendemain, c'est d'aller avec ma chérie boire un chocolat chaud dans un petit endroit cosy, et là, tu vois le château d'Édimbourg en fond, et là, t'es tranquille. Et tu partages simplement ce moment. Des fois, on parle, des fois, on parle pas. C'est simplement, on est ensemble. Et c'est ça. Ne pas oublier de se dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire quelque chose. Et on disait que faire. Mais des fois, il y a pas forcément faire, comme tu le dis, 20 minutes de méditation, 40 minutes de yoga. Non. Simplement de se dire, tiens, qu'est-ce qui me fait vibrer? Et ce qui me fait vibrer aujourd'hui, peut-être c'est d'appeler mes parents, peut-être que c'est de passer un temps avec une amie que j'ai pas vue depuis 10 ans, je sais pas. Mais qu'est-ce qui nous fait vibrer? Et ce matin, ou peut-être demain matin, ou peut-être ce soir, je vais prendre 5 minutes pour consacrer du temps à ce qui me fait vibrer. Et ça, c'est déjà un bon début. Parce que si on vibre, on va faire en sorte que les autres vibrent. Donc, qu'est-ce qui me fait vibrer dans ma vie? C'est peut-être chacun d'entre nous, si vous écoutez cette émission en ce moment. Voilà, prenez un temps pour vous, peut-être prendre un papier, et puis qu'est-ce qui vous fait vibrer? Voilà. Non, mais c'est ça, parce que je sais que je parle avec beaucoup de gens, notamment de la question des rêves d'enfants, de qu'est-ce qu'on rêvait de faire. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi, même à l'heure actuelle, professionnellement, je ne sais pas ce qui me fait vibrer. Je ne sais pas ce qui me fait vibrer dans la vie, mais en fait, il y a une chose qui est possible pour savoir ce qui vous fait vibrer, c'est d'essayer, en fait. Et oui. Il y a tellement de trucs à expérimenter sur cette terre que j'ai du mal à comprendre les gens qui vont dire, en fait, moi, je sais pas. Oui, mais est-ce que t'es déjà monté sur une planche de surf? Est-ce que t'as déjà essayé de faire de l'escalade? Et en fait, aujourd'hui, on peut faire tellement de trucs, de la poterie. En fait, voilà. Pour les gens qui vont trouver cette excuse de je ne sais pas ce qui m'intéresse, alors tu sais quoi, il y a une chose qui est possible, c'est que tu puisses expérimenter des tonnes et des tonnes de choses sur cette terre, de peut-être prendre le temps de voyager pour découvrir des choses, mais pas seulement, même autour de chez soi, à côté de chez soi. Voilà, si c'est peut-être l'écriture, il y a des gens, ils se sont jamais permis à un moment se lancer, je sais pas, dans l'écriture d'un roman, d'une histoire, de faire du chant, de danser. En fait, allez essayer, offrez-vous l'autorisation de le faire et vous découvrirez, comme tu le dis si bien, ce qui vous fait vibrer. Et tout ça fait partie du processus de la connaissance de soi qui est nécessaire aujourd'hui, je crois, pour c'est beau.
Éviter d'être dans cette idée un peu fausse que notre terrain de réalisation il est à l'extérieur de nous alors qu'il passe par l'intérieur. Il passe par l'intérieur. Et tu vois, quand tu partages tout ça, c'est exactement ce qui s'est passé pendant ce voyage en Inde. C'est vraiment chaque jour. Bien sûr, on a fait du yoga, bien sûr, on a fait de la méditation, mais chaque jour, on avait une expérience nouvelle. C'était à un moment donné, on passait du pouce-pouce au tuk-tuk. Donc le pouce-pouce, tu sais, c'est les rickshaws qui sont à vélo. Okay. Après motorisés. Après, on a fait de la calèche. Ensuite, on s'est fait mettre un turban de sikh. On a été rouler des galettes de blé dans le temple d'or. Pendant une demi-heure, on a fait ce service. Après, on a nagé dans c'était un bassin naturel lors d'une cascade. C'était pendant la journée du trek. Après, un lever du soleil, un lever de soleil au temple près de Rishikesh. Chaque jour, il y avait quelque chose pour dire, voilà, la vie, elle est pleine. La vie, elle est pleine. Et puis, je pense que, voilà, avec tout ce plein potentiel, on a au moins quelques petites glimpses, hein, comme on dit en anglais, des petits aperçus qu'on peut prendre et qu'on peut savourer pour vivre. Alors, des petits aperçus, on pourra en avoir. Hein. Je crois qu'il y a une actualité, un agenda assez rempli, mon cher Stéphane. Donc déjà, pour vous rappeler évidemment que Stéphane, vous le retrouvez via son site internet qui est www.stephanero.com. Tu y proposes aujourd'hui du coaching en individuel. Tu accompagnes les gens, j'accompagne les gens qui sont peut-être à un tournant de leur vie et qui ont besoin d'être guidés. Oui, et puis aider aussi peut-être, comme tu disais, à trouver ce qui les fait vibrer. C'est aussi ça. Une actualité le 22 novembre, je crois qu'il y a une soirée en quête de sagesse. Oui, organisée par les thérapeutes parisiens, et ça sera à Paris Soleil ou le Jardin du Graal. Voilà, l'accueil à 19h30, la soirée commence à 20h, et c'est une soirée en quête de sagesse, joie, vitalité. On va danser, on va chanter, et puis plein d'autres surprises, mais on dit pas tout. Il y a un week-end qui suit, un week-end de formation qui sera, je crois, à Paris aussi. Voilà, 2 jours qui peuvent être faits soit le samedi, soit le dimanche, ou soit les 2 jours complets. Et c'est un stage, le silence du cœur, la joie de l'être. Pareil, on va plus en profondeur pour les personnes qui veulent. Et un nouvel an, alors peut-être parce qu'on est en plein dans le questionnement de qu'est-ce qu'on fait des fêtes de fin d'année, et pour beaucoup d'entre nous c'est une grosse angoisse en fait, la fin d'année, Noël. Il y a même des gens qui préfèrent partir prendre un billet d'avion à l'autre bout du monde pour éviter d'être avec leur famille à ce moment-là un peu critique. Ils peuvent venir plus près, ils ont pas besoin d'aller au bout du monde. Ils peuvent venir un peu plus près dans le 95. Dans le 95. Toi tu vas proposer donc pas seul mais entouré d'une sacrée équipe, un nouvel an un petit peu différent. On boira quand même du champagne je crois, mais ce sera l'idée de faire la fête un peu différemment. Oui, exactement. En fin de compte, voilà, on est des intervenants amis plus que intervenants, et donc je serai accompagné de David Tan, de Jean-Marc Vignoli, de Jean-Louis Forêt, avec aussi Milaya. On aura aussi l'équipe Sensorialis, et on s'est réunis, on s'est dit mais pourquoi on ferait pas le nouvel an comme on a envie de le faire et se réunir pour le faire avec nos valeurs. Donc c'était l'idée de départ, et puis on s'est dit on va pas le faire seul maintenant. Donc voilà, c'est une invitation à accueillir 2019 dans la joie, avec voilà, seul, entre amis ou en famille, comme vous le voulez. Et c'est à la ferme de Villarceau. Je sais pas si tu connais cette ferme. Non. C'est un magnifique écosite qui est près de Paris, à 45 minutes. Et voilà, c'est un très très beau lieu, une très belle salle pour y célébrer la nouvelle année. Voilà, beaucoup plus symboliquement, en conscience du moins. Et l'idée, c'est de venir passer 3 jours. Oui, 3 jours, et puis on passera effectivement en pleine conscience cette nouvelle année. Je le rappelle, cher Stéphane, on peut te retrouver sur un site internet qui est www.stephanero.com. Il y a également une libre antenne qu'on peut annoncer d'ores et déjà. Donc c'est un peu inédit parce que tu n'es jamais intervenu pour une libre antenne. Donc on s'est dit, sachant que les auditeurs t'écrivent énormément après nos émissions. Donc ça aura lieu dans 2 semaines, le mercredi 28. Voilà, donc on te retrouvera à ce moment-là, les gens pourront téléphoner et dialoguer directement avec nous, ce qui, je pense, promet d'être un rendez-vous voilà, très agréable, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de le faire ensemble. Et donc notez-le dans votre agenda, à partir de 11h, le mercredi 28, on pourra poser nos questions à Stéphane, justement sur des techniques, sur voilà, qu'est-ce que je peux faire moi pour être un peu plus en phase avec moi-même dans mon existence. Voilà, le rendez-vous est pris. Merci Nathalie. Merci Stéphane, belle journée à tous. On vous embrasse.